Bonjour à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé et de bien-être et tout ce qui tourne un petit peu des actualités de ce monde-là. Mais aujourd'hui, on va parler un petit peu des nouveautés sur le podcast, ou plutôt de l'actualité et du point, surtout le bilan d'un épisode précédent sur le minimalisme. Alors, je reprends un petit peu tout ça, chapitre par chapitre. Le premier chapitre, évidemment, ce qui vous intéresse le plus, c'est pourquoi j'ai 2 doudous en plus dans le setup de podcast. Non, en vrai, vous n'êtes pas beaucoup sur YouTube, mais en gros, je me suis ramené 2 petites peluches. Je reviens de 45 jours, sans compter le voyage, l'avion aller et retour. Donc en réalité, je suis parti 50 jours en Corée du Sud. Et du coup, je suis parti sur ces 2 mois en quête de découverte complète d'un pays, du mode de vie, et surtout de création de contenu aussi que j'ai pu faire autour de ça, qui est sur la chaîne de Plaisir et Diète. Le lien est en description si ça vous intéresse. Il y en aura encore des petites vidéos, mais voilà, j'ai bien profité de ce pays. C'était à la fois pour y travailler sur place et en même temps pouvoir profiter de la culture coréenne. Ceci étant, cet épisode va pas être autour vraiment de ce voyage, je vais en parler un petit peu, on va faire un bilan aussi par rapport à ce que j'ai pu effectuer sur place en termes d'entraînement. Mais si vous avez un intérêt pour les contenus que j'ai pu faire, ce que j'ai montré vraiment sur la Corée du Sud, ça tombe bien, j'ai fait déjà 3 vidéos YouTube qui sont dédiées au bilan un petit peu de la Corée du Sud. J'en ai fait une première qui est en mode vlog, une deuxième qui est en mode nutrition en Corée du Sud, la diète là-bas, ce que ça donne, et ensuite une vidéo sur les salles de sport, sur la musculation, chez eux, le fitness. Donc vous avez déjà un bon cadre sur la chaîne de Plaisir et Diète. Il y aura une autre vidéo qui arrivera un petit peu plus tard dans le mois, sur mon bilan général de mon évolution physique. Donc là, ici, on parlera de est-ce que j'ai pris du poids, est-ce que j'ai réussi à maîtriser les choses là-bas sur place, ou est-ce que j'ai perdu du poids. Et ça sera sur la chaîne de Plaisir et Diète. Je vous tease un peu. Et ici, aujourd'hui, on va partir sur plusieurs petits chapitres de What's New. C'est vraiment un épisode qu'est-ce qui se passe. Alors premièrement, on va discuter évidemment de ça, du résultat du minimalisme. C'était un épisode que j'ai fait il y a pas longtemps sur justement le fait de pouvoir partir en voyage ou de réduire ses entraînements au minimaliste pour pouvoir toujours avoir au moins de quoi vous maintenir au niveau musculaire, voire même un petit peu progresser si vous dépassez un petit peu le minimalisme. Et justement, c'était un épisode dans lequel je vous offre un document à télécharger, où je vous apprends à construire et à connaître un peu votre base d'entraînement minimal pour pouvoir au moins vous stabiliser au niveau musculaire. Ceci étant, je vous ai dit que moi, j'utilisais exactement les mêmes calculs que j'ai fait à l'intérieur de ce podcast, et que j'allais mettre en place ceci sur mon programme. J'ai donc réajusté tout mon programme pour pouvoir partir là-bas en Corée du Sud et m'entraîner 5 fois par semaine. Attention, 5 fois par semaine, pour certains, c'est encore beaucoup. Évidemment, on est d'accord, il y a toute une relativité au niveau de pratique. Pour ma part, je suis quand même qualifié international en compétition naturelle. Peut-être que j'y retournerai un jour, mais en tout cas, voilà, j'essaie de maintenir le niveau que j'ai aujourd'hui, et je pourrais très bien passer en 4, voire 5 jours. Le problème, c'est que si je reste en 4 jours, ça fait des entraînements trop longs, et j'aime pas rester longtemps à la salle de sport. Donc j'ai décidé de faire 5 séances. D'autant plus que ça se combinait pas mal dans ma semaine. Ceci étant, pour beaucoup d'entre vous, ce minimaliste, si vous l'avez calculé, ça doit correspondre à 2, 3, 4 jours d'entraînement. Donc, à partir de là, je vous fais un petit peu le bilan par rapport à ça. Deuxième partie, je vous explique un petit peu ce qui arrive sur les prochains contenus. Comme ça, on fait une petite pause, information, réflexion. On va discuter un petit peu des choses que j'ai prévues sur le podcast. Parce que là, on reprend un petit peu. Il n'y a eu pas beaucoup d'épisodes ces dernières semaines. Et on va reprendre un petit peu sérieusement avec mon retour dans mon setup de travail. Et enfin, dans la 3e partie, si vous voulez, je vous fais un petit bilan rapide de cette aventure coréenne. Même si je referai évidemment plus en détail via notamment la chaîne YouTube et le côté diète, et je vous parlais un petit peu du reste pour qu'on se fasse une petite discussion entre nous. Ces épisodes What's New, je sais que vous aimez bien les petits ragots, tout ça, les petites informations, comme si j'étais votre pote. Même s'il y en a beaucoup d'entre vous avec lesquels j'échange sur les réseaux sociaux, et ça me fait grave plaisir. On est parti pour l'épisode du jour. Sans plus attendre, tout d'abord, minimaliste. Sur ce voyage, c'était le but, de mettre en place une routine avec moins d'entraînement et pouvoir me libérer du temps à côté pour travailler et voyager et tourner des contenus, etc. Bref, faire autre chose. Et ça, c'était très cool. Du coup, c'est la première fois que je réduis autant mes entraînements. Je me suis jamais aussi peu entraîné depuis
Au moins 6 ans. Oui, ça fait un moment, et franchement, je suis pas passé en 5 entraînements par semaine depuis cette période-là. Ça fait hyper longtemps. Alors peut-être que si j'exagère un peu, ça fait peut-être pas 6 ans, mais ça fait entre 6-5 ans, voire 4 ans et demi. À l'époque où j'étais en master. Mais oui, je suis vieux. Non, je rigole. Mais du coup, ouais, c'est vrai que ça fait un petit bail, et du coup, ça fait un peu bizarre, quand on est habitué à s'entraîner autant, de revenir après un certain temps à moins d'entraînement. Pour plusieurs points. La première, c'est que l'entraînement, il y a un gros avantage, c'est que le sport, ça vous permet de générer des hormones, de produire des hormones qui vous font vous sentir mieux sur le reste de la journée. Et ça, quand on passe d'une bonne routine d'entraînement, si un jour vous avez fait l'expérience, à genre 0 entraînement, vous allez le sentir drastiquement, ce manque d'hormones là justement. Et vous allez sentir un petit peu, voilà, patraque, vous dire un petit peu je suis une merde, vous sentir moins bien. C'est normal, vous n'allez plus trop produire cette hormone là, en tout cas pas autant qu'avant. Donc forcément, vous vous sentez moins bien. Alors personnellement, du coup, le fait d'être passé de 6 entraînements à 5, ça m'a fait une petite différence, mais pas tant que ça. Les réelles différences que j'ai ressenties, c'était les 2 fois où j'étais privé d'entraînement pendant mes voyages entre les gares en France, les tramways, puis après prendre l'avion pendant 13 heures, 14 heures, puis après arriver sur place, reprendre des transports de l'aéroport jusqu'au logement. En gros, ça faisait des arrêts de 3 jours à chaque fois. Donc ça, c'est le seul moment où je me disais, bon, ça là c'est chiant, là, 3 jours assis dans l'avion, c'est un peu lent. Mais sinon, le reste du temps, ça m'a pas trop gêné. Autre point, du coup, pour le personnel organisation, du coup, ça m'a libéré un temps phénoménal d'en m'entraîner juste une fois de moins, en fait. Et ça, c'était vraiment très appréciable. Ça m'a fait beaucoup de bien, et ça m'a même relancé pas mal de motivation. On sait que s'entraîner, par exemple, 7 fois par semaine, c'est potentiellement viable pour des personnes très avancées. J'ai fait l'expérience, j'en avais déjà parlé sur le podcast il y a très longtemps. Je m'entraînais en 7 fois par semaine, notamment en prépa. Alors la prépa de ma compétition, je m'entraînais en 7 fois. Je trouvais ça beaucoup plus simple, ça me forçait à marcher pour aller à la salle de sport, et surtout ça me permettait d'étaler un maximum ma récupération dans la semaine et d'être assez performant, malgré une prépa qui est agressive pour arriver à un niveau de bodybuilding à 8% de masse graisseuse. Donc ça c'était très avantageux à ce moment-là. Mais, désavantage, la motivation, elle est pas trop régénérée, parce qu'on n'a pas un jour off pour se relancer pour les jours suivants. Et du coup, le fait de repasser à 5, donc encore moins que 6, c'est vachement cool, parce que ça permet de mettre 2 repos qui sont séparés dans la semaine, ce que je faisais sauf voyager en avion, et donc du coup d'avoir un jour, voilà, le mardi par exemple, j'avais mon repos souvent, et ensuite le jeudi, et d'avoir ce petit mercredi où genre je me donnais à fond, j'étais chaud, et après je relançais bien entre le post jeudi pour jusqu'au mardi suivant. Et ça, c'était très très appréciable en termes de motivation, de réfléchir et de se dire est-ce que j'ai vraiment besoin de m'entraîner autant de jours que ça, et du coup de réduire à un nombre qui est finalement agréable. Je pourrais m'entraîner 4 fois, comme je vous l'ai dit, avec ce volume que je vais calculer avec vous, mais les séances seraient trop longues. Et personnellement, je n'aime pas les séances qui dépassent à peu près 1h30. Je commence à en avoir un petit peu marre. En fait, c'est surtout que à ce moment-là, je fatigue aussi, mais surtout, je n'ai plus la même motivation au bout d'1h30. Et donc, clairement, je préfère des sessions qui sont intenses, vraiment intenses, en 1h, 1h30, plutôt que de me retrouver à faire une session de 2h, 2h30, et au final, faire tous les exos à la fin avec peu d'intensité, et du coup, perdre du résultat. Donc, j'ai choisi le 5. Maintenant, en termes de résultats, qu'est-ce que ça a donné? Donc, ce qui vous intéresse le plus, est-ce que c'était viable? Alors, comment je vais vous parler de ces résultats? Alors, tout d'abord, on va parler un petit peu des mesures, même si là, ici, on va surtout en parler sur la chaîne de Plaisir et Diète sur YouTube pour le bilan. Est-ce que j'ai pris du poids? De ce côté-là, je peux vous dire que ça va. C'est tout ce que je peux vous dire. Le reste, ça sera sur la vidéo, parce que sinon je vais vous spoil et personne va aller la voir. Mais ça va. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est les performances. Est-ce que j'ai réussi à tenir mes performances que j'avais avant de voyager? Comme je vous l'ai expliqué, pour le but de passer à ce minimaliste pour le voyage, il fallait que je garde des exercices similaires. Donc ce que j'ai conservé en priorité, c'est des exercices que je peux reproduire dans d'autres salles de sport. Il y a des exos par exemple que je fais dans ma salle. Par exemple, j'ai un iso leg press balancier, c'est un truc où je balance mon leg press. Ça, il y a très peu de salles qui l'ont. Donc clairement, ça c'est des exos que je n'ai pas conservés. Maintenant, mon but c'était au moins de maintenir mes perfs. Il faut savoir que, en tant que pratiquant assez sérieux, je note toutes mes perfs selon les types de machines. C'est-à-dire que si je m'entraîne sur du live fitness, un type de machine qu'on trouve très souvent dans les hôtels,
très souvent dans les Airbnb condominiums. Alors les condos, c'est des logements où en fait vous avez votre logement, et à l'intérieur il y a une salle de sport pour l'ensemble des appartements, il y a un café pour l'ensemble des appartements, etc. Ça existe beaucoup dans les pays anglophones ou encore en Corée du Sud, et ça c'est très pratique d'ailleurs, je conseille de fou. Donc Live Fitness, c'est une marque qu'on retrouve très souvent. Donc ça c'est sûr, j'ai des notes pour les performances de Live Fitness. Donc, en sachant que je ne m'entraîne pas là-bas à l'année, avec ce type de machine-là, mon but est évidemment de péter les performances de la dernière fois que j'ai eu du Live Fitness. Par exemple, c'était en octobre 2022. Donc voilà, mon but c'est de faire bien mieux que ce que je faisais déjà sur le Live Fitness à ce moment-là. Et après, le reste, c'est des exos poids libres. Donc, les exos poids libres, je sais que je vais les retrouver de la même façon dans la salle en question. Ça peut changer un peu la proprioception selon la salle de sport, voilà, la barre, peut-être un RDL un petit peu différent, des choses comme ça, peut-être un placement différent, mais en soi, ça reste les mêmes haltères, les mêmes barres, ça change pas beaucoup. Donc, on peut facilement comparer. Donc, ceci étant dit, vous avez le cadre d'analyse des performances, ce qui est relativement important, puisque si vous poussez plus lourd, vous êtes forcément plus musclé, et si vous êtes plus musclé, vous poussez aussi forcément plus lourd. Ça, c'est la base. Sinon, vous n'avez rien compris à la musculation. À partir de là, je peux vous dire que c'est vraiment positif. Je suis hyper content du résultat de cette mise en place. Très rapidement, j'ai pris mes marques, arrivé sur place. C'était easy. La conservation des performances au niveau des câbles, notamment les exercices au câble, j'en fais beaucoup. Très pratique du coup, parce que les câbles, on les retrouve partout. À l'haltère aussi, ça s'est très bien passé. Et bon, au début du voyage, je bougeais énormément. C'est-à-dire que j'ai fait le tour du pays, je bougeais quasiment tous les 2-3 jours. Donc là, c'était vraiment du maintien. C'était sûr, je ne pouvais pas progresser à ce moment-là. Parce que comme je vous l'ai expliqué sur le podcast minimaliste, je vais quand même essayer d'un petit peu progresser. Et du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de me laisser un petit surplus calorique. Voilà, je me suis laissé un petit surplus, je me suis dit, vas-y, mets-toi pas un maintien calorique, mets-toi un petit surplus, et comme ça, tu pourras peut-être relancer à ce moment-là, et voir si tu arrives à progresser comme ça. Ce qui permet d'avoir un petit peu d'énergie en bonus. Énergie bonus, plus d'utilisation peut-être dans vos performances et dans vos résultats. Donc niveau câble, tout ça, ça s'est bien passé. J'ai vraiment eu un 2 temps sur mon voyage, puisque dans un premier temps, je bougeais tous les 2-3 jours d'endroit. Et ensuite, sur la deuxième moitié du voyage, je me suis posé à Séoul, où je suis resté pendant 21 jours à la fin. Et du coup, là, ici, j'avais la même salle tout le long. Sauf évidemment les 2 premiers jours où j'ai cherché une salle, mais voilà, c'est tout, quoi. Et à partir de ce deuxième temps, les performances montaient. C'est-à-dire que tous les exos qui étaient au câble, à l'haltère, machine, j'arrivais à grimper. Et en plus, en deuxième temps, j'ai trouvé une salle de sport en Hammer Strength, en sachant que ma salle de sport ici à Strasbourg est aussi en Hammer Strength avec les mêmes équipements. J'ai pu retrouver les mêmes équipements que chez moi, et donc du coup, de vraiment être dans une comparaison idéale de performance, j'ai progressé sur tous ces exercices-là. Donc ça, c'est très cool, c'est que ça me permet de moins m'entraîner, mais de progresser quasiment tout autant. Moins vite, évidemment. Je progresse moins vite que lorsque je suis chez moi. Il y a d'autres paramètres à prendre en compte, évidemment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste le fait que, oui, voilà, c'est minimaliste, donc c'est moins optimal. Il y a aussi le fait que je récupère moins bien que lorsque je suis chez moi, évidemment, puisque je marche là-bas 15-20 000 pas par jour, donc j'ai pas la même récupération que chez moi où je marche juste mes 6000 pas et puis c'est tout. Et ensuite, voilà, des fois je dormais plus tard, parce qu'à Séoul on vit vachement le soir en fait. C'est des gens qui vivent le soir et très peu le matin, donc fois un petit peu de fatigue aussi qui sont liés aux sorties nocturnes. Donc il y a aussi ces paramètres-là qui font aussi que ma récup était moins bonne que lorsque je suis chez moi. Et donc du coup, par conséquent, ça peut biaiser un petit peu le résultat, et peut-être que j'aurais gardé un niveau de progression assez similaire. Peut-être que ça serait pas joué de grand-chose finalement, entre ce programme minimaliste et mon programme maison véritable. Et franchement, ça, je suis très content. Par contre, désavantage est lié à ce que je viens d'expliquer, c'est que les exos à la barre, j'ai régressé. J'en ai pas beaucoup, j'en ai que 2 des exos à la barre, j'ai mes RDL et mes shrugs. Pourtant, tous mes exos de shrugs à la poulie, je suis en progression. Et mes exos d'ischio, je suis en progression. Fessier aussi. Donc, ici, ce que j'ai pu observer, c'est que ma force à la barre était moins bonne, à partir de la récupération qui est aussi plus mauvaise que chez moi. Et donc, du coup, je n'arrivais pas à tenir au niveau nerveux et la puissance de la barre. J'avais l'impression de soulever 2 camions. Littéralement, ma barre me pesait super lourd. Alors que clairement, les machines à ischio, les curls et tout ça, c'est les mêmes que chez moi. C'est les mêmes résistances, j'ai pas eu de surprise lorsque j'ai utilisé la machine. C'était vraiment pile dans la range d'utilisation du 0 rep de réserve. J'étais vraiment à fond dans mon intensité.
pour essayer de chercher au moins à maintenir la performance et en l'occurrence du coup de réussir à progresser. Et donc ça a été une très bonne surprise. C'était dur de me retenir d'ailleurs de ne pas le dire sur Insta parce que j'étais fier, mais il y a une progression générale au niveau musculaire. Par contre, au niveau force sur les exercices à la barre, je me suis retrouvé moins bon. Et là, actuellement, je suis revenu chez moi. Ça fait exactement depuis hier que je suis revenu, au moment où je tourne ce podcast. Je commence à reprendre mes marques à la barre. Donc il y a aussi une question, je pense, de proprioception, de gestion du mouvement sur des exercices qui sont aussi lourds que les shrugs et les RDL, où je suis littéralement sur les deux respectivement à plus de 180 kg. Donc forcément, la gestion du mouvement n'est pas la même que sur un exo assisté à la machine. Donc, ce programme minimaliste, faites-le. Allez voir cet épisode de podcast qui est un précédent et n'hésitez pas à lâcher votre like et votre commentaire sur le podcast parce que ça m'aide énormément. C'est ce qui permet de vivre littéralement et de continuer à faire des épisodes avec vous. Mais c'est clair que franchement, je suis hyper satisfait et je vous le conseille de fou. Si vous voulez réduire à minima votre entraînement, voire un petit peu le mettre en léger avantage plus surplus d'entraînement pour être un petit peu au-dessus du minimalisme pour progresser, franchement je trouve ça hyper cool. Donc le bilan est extrêmement positif sur ce côté-là. Maintenant voilà, on va faire un petit point de what's new et de ce qui se passe un petit peu de... Qu'est-ce qui se passe là? C'est la fête du slip ici? Donc, quelles sont les nouveautés? Premièrement, au niveau des nouveautés, tout simplement, je vais pas reprendre à max le podcast direct après la publication de celui-ci, parce que je rentre en voyage déplacement de compétition pendant une semaine pour la compétition de Sarah, une des coachs de Plaisir et Diète, qui passe sa première compétition bikini, donc que j'accompagne, avec une partie de l'équipe de Plaisir et Diète. Donc je ne serai pas là pendant les prochains jours. C'est-à-dire que là je tourne ce podcast et je repars à nouveau. Donc je vais continuer ce minimalisme d'ailleurs. Je vais le conserver jusqu'à ce que je sois revenu pour de bon et peut-être revoir un petit peu à la baisse, sans doute, mes entraînements précédents pour m'entraîner un peu moins et passer moins de temps à l'entraînement pour autant de résultats. Vachement intéressant, hein. Du coup, oui, je fais ce podcast avec vous, mais après, je repars. Donc, je referai d'autres, c'est sûr, à mon vrai retour, puisqu'il y aura l'épisode du mois avec Maxime, à ce moment-là. Et ensuite, on pourra reprendre sérieusement avec des épisodes d'information. D'ailleurs, si vous avez des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de l'épisode. Et je pourrais vous refaire d'autres sujets intéressants comme le minimaliste, que vous avez beaucoup aimé. Et téléchargé d'ailleurs. Donc voilà, première compétition pour Sarah, on part en Auvergne pour sa compète proche de Clermont, et ensuite je serai de retour. Je repartirai un petit peu en juillet, mais franchement rien de spécial, donc là je suis reparti avec vous pour une bonne continuité de podcast, à minimum 2 épisodes par mois, voire 3, pour une période qui va durer jusqu'aux compétitions de Maxime en octobre. Donc on est bien parti. Après ensuite je partirai avec Maxime au Japon, comme on a pu vous le dévoiler récemment, et ensuite, voilà pour l'année. Pour les nouveautés. Et évidemment, j'ai reçu encore quelques questions. Il n'y a pas de préparation de compétition, je ne serai pas à la WNBF France cette année. Je vous l'avais dit, une compétition naturelle, ça se prépare sur le long terme. Faire une compète tous les ans, c'est être quasiment sûr d'amener le même physique à chaque fois, pour faire une réelle différence lorsqu'on est naturel, et vous le savez sans doute mieux que personne. Pour faire une réelle différence sur votre progression, ça prend du temps. Donc clairement, lorsqu'on est avancé, ça prend encore plus de temps. On prend plus des kilos et des kilos de muscles comme ça chaque année. Et j'ai besoin d'une vraie temporalité pour faire une différence, d'autant plus que j'ai une année où j'ai finalement beaucoup voyagé, beaucoup de déplacements différents, et ma progression, je ne l'ai pas mis en priorité, tout simplement. Elle est là, elle est satisfaisante, suffisante. C'est pas la meilleure, mais au moins ça me permet de profiter et de kiffer ma vie le reste du temps. Je sais pas quelle est votre vision des choses. Est-ce que vous êtes plus dans le mode hardcore, ou est-ce que vous essayez d'avoir au moins une bonne progression ou un maintien, et comme ça vous avez aussi du reste au niveau social, boulot, perso. Moi je suis plutôt là-dessus. Je cherche un équilibre. C'est pas grave, je m'entraîne moins qu'avant. Je vais pas chercher la progression la plus énorme. C'est vrai que le podcast s'appelle Next Physique, je suis peut-être un gros intrus finalement. Je vais sur mon Next Physique, mais beaucoup moins vite qu'avant, et c'est pas grave parce que en fait je suis heureux sur le reste des choses. C'est-à-dire que ça me laisse du temps pour le social, ça me laisse du temps pour bien travailler et faire des petites activités à côté des voyages et tout. Finalement, cet épisode minimaliste, il était nécessaire, il tombe à pic. Donc voilà, au niveau de la planification, il n'y aura pas de compétition cette année, c'est sûr et certain. Il y en aura
pas forcément une dans le futur, peut-être, on verra, j'en sais rien. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'une mini-cut arrive. Si vous voulez, j'en reparlerai. Ça fait 2 ans que j'ai pas fait de mini-cut, 3 ans même, je pense. Ça fait longtemps, parce qu'après il y a eu la prépa. J'en ferai une, j'en profiterai de l'été et du fait que mon appétit a énormément été réduit. J'en ai parlé avec Maxime dans le dernier épisode justement de podcast. Sur le volume alimentaire, j'ai pas beaucoup faim, je mange très peu, et je pense que l'été va être vraiment propice au final. J'ai très peu de volume alimentaire. C'est le moment, j'ai envie de dire, de lancer une mini-cut et de me remettre à manger des salades de fruits. Donc, pourquoi pas, j'ai l'opportunité de le faire avec cet appétit qui est faible et la chaleur qui fait. Je sais pas chez vous, mais moi je suis à Strasbourg et il commence déjà à faire super chaud. On est à 30 degrés là déjà. L'été s'annonce chaud, les gars. Ensuite, dernier point du coup sur ce podcast, c'était le bilan général de Séoul et de la Corée du Sud. Je pourrais clairement y vivre. Maintenant, il faut peser le pour et le contre et la possibilité de pouvoir y aller aussi, évidemment. Mais mon bilan en général en Corée du Sud est extrêmement positif. Je suis tombé amoureux du pays. Je pensais pas que ça allait se passer comme ça. C'est-à-dire que je savais qu'il y avait de bonnes conditions de vie. C'était un pays qui m'intriguait énormément par le fait qu'il soit aussi, voire plus développé que la France, en termes de développement économique, de modernité, de technologie. Ils sont au-dessus de nous. C'est vrai que c'est un plaisir, mais il y a eu plein d'autres choses qui ont fait plaisir. J'en ai parlé un peu sur Insta, mais mon Insta c'est julien.bbr si jamais. Ce qui m'a fait énormément plaisir, et ce qui me manque le plus en France, c'est les gens. Alors je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup et je continuerai de vous parler, vous inquiétez pas sur le podcast. Mais je parle en généralité de la population. C'est une population qui est bienveillante, très souriante, très optimiste. Et ça, c'est un bonheur en fait au quotidien. C'est vraiment un bonheur d'avoir autant de personnes qui sont gentilles. Alors je pense que ça joue aussi le fait que je sois français. C'est fou quoi. Genre jusqu'au dernier moment, on a des personnes qui venaient nous parler en train de partir pour l'aéroport, qui nous demandaient d'où on venait, qui nous aidaient à monter ou descendre des bagages. Enfin vraiment, c'est fou. Je pense que ça changera dans le futur, parce que c'est un pays qui va sans doute se rendre compte du pouvoir de la soft power qu'il a. Donc peut-être que les Coréens seront plus les mêmes dans 10 ans, mais aujourd'hui, c'est des amours. Et le fait d'être revenu en France, je suis à peine sorti de l'aéroport. Les Français qui poussent et qui respectent pas les files d'attente, un mec qui pousse une grand-mère pour rentrer dans le train avant elle, ça m'a suffi. Je me suis dit c'est bon, je n'ai pas envie de voir ça au quotidien. Je suis revenu à Strasbourg, j'ai revu ça à nouveau dans le tramway. Vraiment, c'est ça en fait. La population, ça fait une différence incroyable sur le quotidien des gens. C'est sûr que quand on est dans sa campagne, on voit pas grand monde, on peut s'en foutre. Mais je suis quand même quelqu'un d'assez citadin, parce qu'en général, les salles de sport d'assez bon niveau se retrouvent dans des bonnes villes. Donc voilà, puis même j'aime bien les villes quand même. Et puis Séoul m'a fait changer d'avis sur les grandes villes. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, jusqu'à avant la Corée du Sud, je me suis toujours dit je ne vivrai jamais dans une grande ville. J'aime pas du tout Paris. J'aime bien Paris pour le côté monument, les belles rues, tout ça. Mais alors je me suis toujours interdit, je ne veux pas vivre à Paris. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de klaxons. Je sais pas, ça me prend la tête. Ça me prend la tête. Tu sors de la gare, t'as 40 000 personnes, tout le monde râle, tout le monde te pousse. Ça me prend vraiment la tête. Et Séoul est complètement différente de Paris là-dessus. Personne klaxonne. Ça klaxonne pas dans la rue. Et ça fait une différence incroyable sur comment on se sent en fait. Ça paraît un peu... j'ai l'impression de vous présenter un épisode de méditation là, mais c'est réel. Ça fait une différence sur le bien-être d'une personne. D'avoir pas autant de noise, d'ambiance qui vous prennent la tête, avec des publicités placardées à gogo. Ok, il y a de la pub aussi à Séoul, c'est vrai. Ça change pas non plus énormément. Mais ouais, en fait, on se prend pas la tête. Et ça, c'est vachement plaisant. Les transports sont toujours à l'heure. ça fait une différence aussi quand même. Peut-être un peu trop à l'heure des fois, genre les chauffeurs qui roulent à je ne sais pas quelle vitesse des fois dans les bus. Mais non, ça fait aussi une différence. C'est-à-dire que c'est un pays qui s'appelle le pays du maintien calme. Tout est dans le titre et la ville est à son image. Les gens sont calmes,
sont très calmes. Vous n'allez pas voir, ou alors très rarement, des Séoulites, des Coréens qui râlent. Si vous voyez râler, c'est vraiment qu'ils ont une bonne raison de le faire. La seule fois où je les ai vus râler, c'était une fois où il y avait d'autres touristes indiens qui n'avaient pas débarrassé leur table. Parce que là-bas, vous devez débarrasser votre table, en fait. Respect, c'est hyper important pour eux. Le respect, c'est très important. Sinon, vous êtes une mauvaise personne. Et si vous respectez pas l'environnement, si vous respectez pas les autres, vous allez vous faire huer. Mais sinon, c'est une ville très calme et ça fait un bien phénoménal. Parce que on est quand même tous sujets à cette production de cortisol, cette hormone de stress. Alors je reviens un petit peu au côté scientifique. Mais ça, c'est ce qui génère le mal-être d'une personne. Plus vous allez stresser, plus vous allez avoir une production de cortisol, moins vous aurez de résultats, aussi hein, clairement. Donc peut-être que ça est joué finalement aussi dans notre équation sur mes résultats personnels par rapport au minimalisme. C'est que là-bas, mon niveau de stress est beaucoup moins élevé qu'ici. Alors, ok, j'étais moins pris dans le côté travail que ici où je travaille et je visite pas des choses en même temps pour me détendre. Mais si j'avais à vivre à Paris versus Séoul, mon niveau de cortisol, ça serait pas du tout le même. Et donc ça aussi, ça fait énormément plaisir. Donc c'est un bilan qui est très positif sur ces côtés-là. Sur le côté bien-être, on se sent vraiment bien dans une ville très moderne, avec des métros qui vous font parcourir toute la ville, qui est beaucoup plus grande que Paris, c'est 3 fois Paris, Séoul. Mais on fait d'un bout à l'autre de la ville en maximum 45 minutes. Je suis pas sûr qu'on fait d'un bout à l'autre à Paris en 45 minutes, en comptant la banlieue. Dans une ville qui est 3 fois plus grande en plus. Donc franchement, ça c'est fou, en termes de modernité. La ville est extrêmement impliquée. En vrai, je trouve que Paris est quand même une ville assez impliquée aussi avec sa population, même si les gens à Paris sont pas toujours très satisfaits de la gestion de la ville. Mais en soi, on se sent vraiment bien. Après, il y a des désavantages aussi, évidemment. Je peux déjà en parler, je fais un petit peu le point là-dessus. Et c'est des choses qui font un petit peu réfléchir. Premièrement, évidemment, on le sait, il n'y a pas la sécurité sociale qu'on retrouve en France. Ça sera valable dans tous les pays. Maintenant, en tant que chef d'entreprise, cette sécurité sociale et cette gestion des charges, clairement, je suis pas très avantagé pour ça. Donc, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais si jamais j'étais salarié ou quoi, c'est quand même assez important. Il faut y réfléchir. Mais au vu de mon statut personnel, j'ai pas trop d'avantages à rester français. Donc ça, c'est pas trop un truc qui reste dans l'équation. Ensuite, côté alimentation, je l'en ai un peu parlé dans les vidéos YouTube, mais l'alimentation est quand même vachement bonne en France. Elle est imbattable. C'est pour ça qu'on a la meilleure nutrition, on a la meilleure restauration. Et en Corée du Sud, le salé, c'est très bon. Le sucré, il se passe rien. Il n'y a pas beaucoup de fruits. On mangeait des bananes, des kiwis importés, ça allait. On avait des mangues, mais c'est tout. J'ai loupé la saison des fraises. Ah les gars, la saison des fraises, moi j'étais malheureux. Hein. C'est mon fruit préféré. Donc du coup, il y en a encore un peu là, mais bon, j'ai loupé une bonne partie. Mais c'est vrai que ça me manquait de manger autant de fruits qu'en France. Il y a moins de variété dans les fruits et légumes. Ou en tout cas, c'est importé. Vous pouvez acheter des fraises là-bas. Mais vous les achetez déjà pour des fraises qui sont comme aux States, c'est des fraises bizarres, hein, elles n'ont pas de goût, et qui coûtent 20 € les 250 grammes. Il n'y a pas beaucoup de fromage, il n'y a pas beaucoup de vin, bon je suis pas un buveur de vin, mais il n'y a pas beaucoup de fromage, pas beaucoup de yaourt, alors que je suis très yaourt, très crème glacée, des vraies crèmes glacées, là-bas les glaces coûtent super cher. Donc c'est des choses qui m'ont manqué, et ça fait un petit peu mal. Le côté alimentation est moins bon, bien moins bon. Même si le salé, encore une fois, est très bon. Après, il y a d'autres avantages sur la nutrition, c'est que là-bas, vous mangez de tout et ça rentre dans vos calories. Parce qu'il y a beaucoup moins de choses qui sont très caloriques. Et ça fait une différence. C'est-à-dire qu'on mange pas très transformé là-bas. Donc, pour péter vos cales, à la limite, il faut le faire exprès. Il faut aller manger américain. Et en fait, ils sont de plus en plus en train de manger américain. Parce que voilà, plus gras, plus sucré, ça attire, les papilles se développent différemment. Mais si on mange vraiment coréen, on mange très sain et dans ses calories. Et ça, c'est vachement cool. Hein. Autre point, c'est la météo quand même, qui reste plus clémente quand même à l'avenir, surtout en France, que chez eux. Il fait très froid l'hiver. En soi, ça change pas de Strasbourg, il fait très froid ici. Ok. Par contre, l'été, c'est vrai qu'il y a la mousson. Et il y aura sans doute plus de dégâts environnementaux dans le futur chez eux que chez nous. Bon là, je fais vraiment un point général, je parle un petit peu de tout, mais comme ça on aura vraiment fait le tour du sujet Corée du Sud. Mais le problème, ça reste l'été là-bas. Hein. Il fait chaud, très humide, il va pleuvoir énormément durant l'été,
Et dans le futur, ça sera peut-être pas marrant avec les typhons, etc. Il commence déjà à y avoir pas mal de dégâts, on verra. Mais c'est vrai que dans tous les cas, la planète va, entre guillemets, partir en steak. Donc le fait d'être en France, c'est quand même une sécurité. On est moins impacté que des pays comme eux. Ensuite, et dernier point sur lequel je terminerai... Et enfin, le dernier point, c'est les prix. Là-dessus, les prix, par contre, la Corée du Sud est vachement mieux que la France. Les prix sont beaucoup plus chers ici. Si on compare Séoul à Paris, évidemment, c'est le jour et la nuit. Je pense que ça doit faire très mal aux Coréens de venir en France. Mais autre considération, de manière générale, les prix sont plus faibles. Donc j'ai acheté quelques trucs que j'ai ramenés en France, j'étais content. Notamment des produits d'hygiène, tout ça, c'est beauté, tout ça, c'est vachement cool. Après, il n'y a pas une diff de fou sur pas mal de produits, genre les jeux vidéo, tout ça, il n'y a pas de diff, les gars. L'électroménager, tout ça, ça peut être avantageux, mais il faut pouvoir le ramener. Mais ouais, on vit beaucoup mieux là-bas, de manière générale. Les restos, c'est quasiment aussi le même prix que de manger chez soi. Donc on peut sortir beaucoup plus souvent. Et en fait, c'est dans leur mode de vie. C'est-à-dire qu'eux, ils sortent énormément. Tous les soirs, ils sont quasiment dehors. Ils mangent beaucoup à l'extérieur. Et ils vivent tard, en fait. C'est-à-dire que c'est pas juste une question de boîte de nuit, les gars. C'est vraiment, ils sortent le soir. Ils vont au resto, ils vont au bar entre amis, ils vont faire des sorties. Ils vont faire des pique-niques, tout ça. Ils vont au fleuve, dans des parcs ou autres. Et ouais, ils bougent beaucoup et ils consomment beaucoup, en fait. La diff, c'est qu'en France, on est un pays qui épargne énormément. Chez eux, il n'y a quasiment pas d'épargne, ils épargnent très peu. Ils consomment beaucoup, ce qui fait qu'il y a une bonne consommation et des prix qui sont un petit peu plus bas. Aussi, c'est un pays qui est en développement, qui a bien avancé dans son développement, mais voilà, qui du coup se voit avec une inflation quand même. Et donc les prix seront plus chers plus tard, mais en attendant, aujourd'hui les prix sont beaucoup moins chers, et je me suis habitué. Je suis revenu en France, ça fait hyper mal, parce qu'en bas du bâtiment, il y a toujours de quoi s'acheter une boisson, un café, tout ça, comme on pouvait acheter à Starbucks, mais genre à l'équivalent de 1-2 euros. Un shaker de protéines glacées, à 2 euros, et ça c'est des choses, c'est vraiment trop bien. Tu descends en bas du bâtiment, tu te prends un gobelet glacé, un sirop zéro avec, et voilà, t'as pour 1 euro, 2 euros, une bonne boisson pour rentrer ensuite chez toi travailler, ou bouger avec à pied, tout ça. Ouais, c'est des choses, ça fait une différence quand même. Les prix et le pouvoir d'achat, ça fait quand même une différence. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais bon, il y contribue quand même. Donc ouais, c'est clair qu'on a plus de possibilités avec le pouvoir d'achat coréen ou français, parce qu'ils gagnent autant voire plus leur vie que nous, donc au final ils ont accès à beaucoup de choses que nous on a moins accès. Mais bon, encore une fois, c'est une différence de système, des questions aussi de taxation, de cotisation sociale, etc. Bref, c'est pas le débat du podcast, c'est pas du tout notre thème, donc on va pas en parler. Ceci étant, je vais vous laisser là-dessus avec cet épisode What's New qui se termine. J'espère vous avoir appris des petites choses. Si ça vous a plu, ce petit retour, et si vous êtes chaud pour de nouveaux épisodes thématiques, explications, je suis prêt à reprendre à partir du moment où je reviens sur fin juin. Comme ça, vous aurez un épisode sur fin juin, début juillet, sur le sujet de votre choix. On se retrouve à ce moment-là pour ces épisodes, mais surtout le retour du podcast Talk des coachs avec Maxime, qui termine bientôt son voyage aux États-Unis. À la prochaine les athlètes, c'était Julien. Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Next Physique. Je suis Julien, le créateur de ce podcast Next Physique, mais aussi de Plaisir et Diète, et coach du coup dans cette team. La team qu'on a aujourd'hui en coaching de Plaisir et Diète, c'est bien développé. À la base, c'était MFT et ça existe depuis plus de 3-4 ans, maintenant 4 ans. Et on a aidé des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement, mais aussi juste devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, MFT, Plaisir et Diète, on souhaitait unir les meilleurs conseils et spécialistes pour obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. Et c'est pour ça qu'on nous appelle les athlètes en fait. Chez Plaisir et Diète, dans notre façon de voir les choses, on a toujours voulu le maximum de l'optimisation, le meilleur de la personnalisation avec un maximum de disponibilité. Et tout ça sans pour autant que les personnes avec lesquelles on travaille soient frustrées dans leur sport, dans leur diète ou au quotidien. Et désormais, on sait qu'on est plutôt des experts en la matière. Easy peasy. On a agrandi nos capacités d'accueil en coaching, on a créé une vraie équipe soudée parmi les coachés et à l'intérieur de l'équipe de Plaisir et Diète, c'est-à-dire nous-mêmes. À la base, on était juste 2 et maintenant on est plus de 5. On se rencontre régulièrement et l'ambiance de chat est toujours présente. On a un chat privé avec l'équipe
c'est toujours une vraie ambiance, une famille en fait. Même le côté entraide est ultra développé et parfois on s'absente une demi-journée et tout le monde a déjà répondu aux questions des autres. On n'a même pas eu la possibilité de les aider. C'est ça la team Plaisir et Diète, c'est ça la team PR. On veut le meilleur pour chacun de nos élèves. On a une bibliothèque d'applications mobiles, de guides et de calculateurs d'outils pour le coaching, une interface de suivi en direct avec le coach référent, moi par exemple, et le chat de groupe. On a un groupe Facebook, on a plein de lives explicatifs dessus et des tutos techniques. Toutes les semaines, on met tout en œuvre pour que l'entièreté du programme fonctionne pour la personne. Pour ça, on a un bilan de la semaine, on n'hésite pas à vous appeler, on met en place un vrai suivi où on est présent tous les jours par message pour assurer la meilleure évolution possible de la personne. Et c'est pour ça qu'on fait du coaching en ligne. Un bilan de la semaine est mis en place toutes les semaines entre le coach et le coaché. Ça nous permet de statuer sur les différents points d'évolution autour de la nutrition, du sommeil ou même d'autres informations générales. Les coachings, c'est un tandem, c'est entre vous et nous. Et une équipe, ça doit avancer ensemble. Pour ça, on vous prépare le terrain, on assure vos arrières, on fait le job et après, c'est à vous, sur le terrain, de faire ce qu'il faut. On vérifie chacun de vos mouvements via des vidéos à nous envoyer afin d'optimiser votre entraînement. Et ça, on met un point d'honneur dessus pour que à la fois vous ne vous blessiez pas et ensuite que vous gagnez un maximum de muscles et de force. Pour ma part, les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est sans doute que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et qu'on ira loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram par message pour qu'on en discute, ou tu peux remplir le questionnaire qu'il y a en description de ce podcast et tu pourras ainsi candidater et on prendra un rendez-vous ensemble pour en discuter directement de vive voix. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.